Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S705 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 octobre 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, l'AOA permet de photographier l'infiniment petit. Epson lance une nouvelle imprimante professionnelle 17 pouces et Laurent Balesta remporte une nouvelle fois le Wildlife Photographer of the Year. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'AOA continue d'innover et de proposer des optiques différentes. Aujourd'hui, le constructeur annonce un nouvel objectif modulable conçu pour la macro ou plutôt la microphotographie. Le Laowa Orogon réside dans un objectif macro associé à un jeu de tubes à longe qui lui permettent de monter au maximum jusqu'au rapport 50:1. Tel un microscope, 4 tubes sont livrés avec l'objectif permettant d'obtenir des grandissements de 10 fois, 20 fois, 35 fois et 50 fois, le tout avec une distance de mise au point fixe de 2 cm. Le Laowa Orogon couvre le format 24-36 mm et peut aussi bien être utilisé avec des appareils de type réflexe ou hybride. Il propose également un système d'ouverture variable au sens littéral du terme, c'est-à-dire indépendant de la focale, allant de 0,5 à 0,15 mm de diamètre. Le Laowa Orogon est proposé en kit au prix de 1 859 € et décliné en monture Canon EF, Canon RF, Sony E, Nikon F, Nikon Z, PL, L et GFX. Epson vient d'annoncer une nouvelle imprimante photo professionnelle 17 pouces, la remplaçante de la célèbre SureColor P5000. La nouvelle SureColor P5370 exploite un système de tête d'impression amélioré micro-piezo AMC avec la technologie Epson Precision Dot Screening pour être en mesure de reproduire les plus fins détails capturés par des appareils photo haute résolution modernes. On retrouve également un nouveau jeu de 10 encres ultra-chrome avec une nouvelle couleur violette pour étendre les nuances des teintes dans les bleus et ainsi offrir un gamut de couleurs reproductibles plus large. On retrouve également la présence simultanée de 2 canaux pour le noir mat et le noir brillant ainsi qu'un nouveau mode noir carbone offrant des démax élevés et un contraste exceptionnel sur papier brillant. La nouvelle Epson SureColor P5370 devrait être disponible début 2024. Elle sera proposée aux États-Unis autour des 2 000 $. On attend encore son prix et sa disponibilité en France. Et enfin, pour terminer, le photographe et explorateur Laurent Balesta, que nous avons reçu à ses micros à l'occasion d'une émission Au coin du feu, remporte une nouvelle fois la grande distinction au très prestigieux Wildlife Photographer of the Year, avec une photographie sous-marine évidemment, réalisée dans les eaux protégées de l'île de Pangatalan des Philippines. Sur cette image, on peut observer un limule doré à 3 épines à la recherche de nourriture au fond des eaux. Ce n'est pas la première fois que Laurent Balesta remporte cette compétition internationale. En 2021 déjà, il gagne déjà le titre avec une impressionnante photo de reproduction de mérou. Son palmarès ne s'arrête pas là puisqu'il a également été récompensé en 2022 et en 2017. Pour découvrir l'ensemble des incroyables photographies du Wildlife Photographer of the Year, rendez-vous sur le site nhm.ca.uk/WPI. Et pour en savoir plus sur Laurent Balesta, écoutez l'épisode S406 du podcast Faut pas pousser les ISO. Alors moi, quand j'ai vu ce nouveau Laowa Orogon, j'ai totalement tripé. Je suis pas rentré trop dans les détails là dans le Flash Actu, mais pour utiliser une optique comme ça, faut s'armer de patience parce que évidemment avec un rapport de 50:1, je vous laisse imaginer la tronche de la profondeur de champ, même avec l'ouverture la plus fermée possible. Voilà, c'est une usine à gaz à utiliser, il faut un trépied à coulisses, il faut faire du focus stacking, mais les images que ça permet de réaliser une fois qu'on a fait tout ce bazar et toute la post-prod qui va avec, c'est dingue. C'est vrai que le concept est original et ça permet vraiment de rentrer dans l'infiniment petit, des rapports où on n'avait pas possibilité d'aller en photo de façon simple, puisque quand un objectif macro est à
2 fois, 5 fois le Canon, l'ancien Canon, là, le MPE 65, qui a fait le bonheur de plein de photographes. On était déjà content quand on arrive à aller aux 5 fois. Laowa a déjà, eux aussi, un x2 x5 qui permet donc d'atteindre le rapport donc, de grandissement x5. Mais là, x50, c'est complètement délirant. Bah, c'est un Ça, microscope. tu pourras tester du coup ou il va falloir revoir les procédures Ouais, non, c'est impossible à là, tu tester. peux Là. pas. Non, Ouais. non, là, c'est impossible. Ça va être juste du test terrain et voir un peu comment. Je pense que le test peut être intéressant parce que c'est ce que tu disais, Arthur, c'était la manipulation de cet objectif qui va être complètement dingue. Ça va être un amusement en lui-même, ça va être une activité en lui-même, hein, le fait d'utiliser cet objectif, parce que pour faire la mise au point, il n'y a pas de rampe de mise au point, donc on Ah bah non, décale. c'est 2 cm. On bouge tout. On décale, voilà, on décale l'appareil, l'objectif par rapport à ce que l'on souhaite être net dans l'image. Donc, comme tu disais, il faut faire du focus stacking ou assembler. Mais même déjà pour obtenir la netteté, ça va déjà être ça. Puis après, l'autre problème va être l'éclairage, parce que je pense que pour éclairer à x50, il va falloir envoyer du bois. Hein. Il n'y a pas une petite LED intégrée comme ils ont fait sur leur probe Non. Là, pas dans celui-là, pas encore en tout cas. Puis dans même cette sur le première probe, version. sur le probe, elle était légère. Hein. Déjà, c'était au grandissement qu'il permettait, c'est-à-dire x2, elle était déjà limite. Donc là, je pense qu'à x50, il va falloir éclairer. Hein. Et puis, alléluia hein, pour les amateurs d'impression et de tirage jet d'encre à domicile ou même professionnel. Epson qui met à jour sa machine de guerre, hein, clairement. C'était la digne successrice à l'époque. Nous, on utilisait, c'était des 4008 ou des 4009. Je me rappelle, enfin, on a 2 canaux séparés pour le noir mat et le noir brillant. Ça va faire des économies faramineuses à énormément de photographes. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Et je voulais aussi aborder là d'autres actualités. Déjà, joyeux anniversaire à Sony, hein, qui fête les 10 ans de son système hybride Alpha 7 24-36 mm. Bon, on aura l'occasion, Benjamin, je pense, de reparler de tout ça, puisque nous avons une émission spéciale Sony qui pointe le bout de son nez dans quelques semaines. Je voulais aussi vous annoncer que Tamron a décidé de décliner son 150-500 mm f5.6.7 en monture Nikon Z, donc c'est très bien. Hein, le constructeur continue d'enrichir cette nouvelle monture. Et pour terminer, on a Lumix qui vient de mettre à disposition gratuitement une mise à jour de firmware pour ses S5 II et S5 IIX. Alors faites bien attention, hein, ce n'est pas les mêmes firmware pour le S5 II et le S5 IIX, mais en tout cas, ces mises à jour apportent un certain nombre de nouveautés, dont on peut citer par exemple la possibilité d'avoir un zoom sur le point AF actif pour vérifier la mise au point. On a le mode haute résolution par assemblage qui permet qu'on peut dorénavant utiliser avec un temps de pause jusqu'à 8 secondes, et on voit l'arrivée aussi du mode haute résolution à main levée. Et puis bon, voilà, pour juste terminer, on a aussi en mise au point manuelle un zoom de 20 fois automatique qu'il est possible de configurer. Bon, voilà, c'est des bonnes choses. Selon moi, il manque quand même quelques trucs dans cette mise à jour, mais bon, c'est déjà ça. Dans le mode haute résolution main levée, c'est vachement bien quand même. Il faudra voir si ça marche vraiment bien. Mais c'était dispo sur le G9 II. Il y a pas mal de marques qui proposent le mode haute résolution, mais avec beaucoup de contraintes où il faut passer par la post-prod, etc. Là, on peut tout faire directement dans le boîtier, l'assembler. Ouais. Par contre, effectivement, ce qu'on attendait, c'était probablement les algorithmes de détection de sujets qui ont été implémentés dans le G9 II, à commencer par les véhicules, la détection des yeux des animaux aussi, qui là est absente. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Hein. On peut espérer, c'est le même processeur. Il n'y a pas de raison intrinsèque qu'il ne le fasse pas. Mais pour l'instant, en tout cas, ça n'y est pas. Bon. Et Benjamin, on va profiter de la présence de Pierre-Marie pour faire une petite revue de presse spécialisée photo papier. Oui, alors honneur aux absents. Hein. On va commencer par, on va commencer par nos confrères de Réponse Photo. Hein. Le dernier numéro de Réponse daté de novembre vient de sortir avec un joli dossier consacré au noir et blanc, avec un témoignage d'un architecte et dessinateur, Cyril Druard, donc voilà, qui aurait eu sa place dans l'émission qu'on a enregistrée la semaine dernière avec Florent Michel, qu'on vous invite à écouter
À nouveau, on trouve aussi un très très bon dossier, j'ai trouvé, sur les smartphones qui ne sont pas mis frontalement en opposition par rapport aux appareils. D'habitude, oui, pour une fois. C'est signé Adrien Branco, qu'on connaît bien, et le dossier est vraiment assez intéressant, je vous recommande la lecture. Et puis sinon, on retrouve de manière classique des tests des boîtiers récents, les A7C2, A7CR ou encore le Leica Q3. Donc tout ça est en kiosque et donc on salue Thibaut et ses équipes qui sont en train de plancher sur un hors-série sur la photo et l'écologie. On en reparlera un peu plus tard. Et alors, Pierre-Marie, le dernier numéro de Chasseur est dans les kiosques depuis la semaine dernière, quelques jours maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce magazine ? On va donner la primauté à l'image. Donc, on a 2 portfolios qui sont complètement différents, mais on essaye toujours de varier les approches dans le magazine, d'avoir des portfolios qui puissent être une photo un peu plus créatrice, un petit peu plus innovante, un peu plus, on va dire, des fois bougeante un peu, et puis un portfolio donc, qui est sur l'alimentaire, avec là encore une approche à des rapports de grandissement différents, à des éclairages, à des simulations de scènes qui sont vraiment différents de ce qu'on voit d'habitude. Et puis après, donc un reportage, un portfolio, donc de Didier Bizet, qui est un reporter qui a pas mal bourlingué et qui raconte un petit peu son histoire et sa façon d'approcher l'image de reportage. Une visite d'usine aussi, tu es allé voir un petit peu ce qui se passe chez Leica au Portugal. C'est ça, on est allé donc, pour les 50 ans de l'usine Leica au Portugal. La marque avait organisé donc, un voyage qui permettait donc, de visiter donc, l'usine de fabrication et d'assemblage d'une partie des objectifs et de certains boîtiers de la marque. Malheureusement, on n'a pas évidemment pu faire d'images comme on l'aurait souhaité. C'est normal, mais c'est normal, on peut comprendre. Il y a toujours ça peut être vite analysé par... on peut imaginer que les machines ont leur aptitude, ont leur performance, ont des fois leur petit côté malin que les marques essayent de protéger, ce qu'on peut comprendre. Mais autrement, c'était intéressant, puisque c'est vrai que ça permet de voir qu'on a encore une marque en Europe. C'est quand même la seule. Elle assemble une partie donc, à Wetzlar sur son site d'origine. Elle assemble une autre partie de son matériel, notamment les jumelles, tout ce qui est vision optique au Portugal. Mais il y a aussi donc, des boîtiers qui sont assemblés donc, au Portugal. Et on a donc 2 usines pour une même marque, et tout ça en Europe. Donc je pense que je dis pas cocorico parce que ça serait un petit peu bizarre, mais c'est chouette d'avoir encore une marque qui se tient bien, en plus qui sort des boîtiers qui sont innovants. Le Leica Q3, ils nous ont dit qu'ils n'arrivaient pas à fournir. Benjamin, le Leica Q3. Non, m'en parlez pas. Faut qu'elle fixe. Hein. Voilà, faut qu'elle fixe, on y vient. Mais bon, on va en reparler. Donc voilà, c'est une marque qui innove, qui a toujours innové, ça fait partie de l'ADN de Leica. Donc évidemment, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, hein. C'est des tarifs qui sont des fois liés aussi à des choix qu'ils ont faits. Fois, tout le temps. Tout le temps, oui. non, bien sûr. Mais c'est vrai que les choix qu'ils ont faits de fabriquer en Europe imposent des contraintes qui sont ce qu'elles sont. Et à rebours total par rapport à tout ce qu'on vient de dire, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de géographie, en termes de zone où les endroits, où les produits sont construits. Dans le sommaire aussi de ce numéro de Chasseurs d'images, il y a des tests d'optique signés TT Artisan. Donc là, on est en Chine, on est sur des modèles manuels très abordables. Tu peux nous en dire un mot peut-être? Alors on qui t'ont séduit. On a souhaité en tester. On n'en teste pas très souvent parce que ce sont des... on va dire, c'est pas des feux follets, mais c'est TT Artisan ou d'autres, comme Seven Artisan ou d'autres, fabriquent dans des objectifs, les mettent à disposition dans leur catalogue. Et comme ce sont des versions complètement mécaniques, avec souvent une optique simple, ils les font évoluer très vite. Et un 50 mm ouvrant à f2, je prends ça au hasard, je ne dis pas que c'est celui-là, va avoir une version 2 qui va apparaître des fois 2 mois ou 3 mois après la commercialisation du premier. Ils ont changé un peu la formule optique, ils ont amélioré. C'est toujours dans le bon sens, ça va toujours dans le sens de l'amélioration, parce qu'ils sont partis de rien. Donc ça s'améliore, mais c'est difficile de tester pour nous, parce que le temps que ça arrive, le temps qu'on teste, des fois la version 2 arrive, alors on peut envoyer les gens sur la version 1, mais ils ne la trouveront plus. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'ils proposent... Alors là, on a testé par exemple un petit 100 mm, un petit téléobjectif, dont on pourra reparler tout à l'heure,
dans l'approche focale fixe zoom qui est vraiment petit. Il ouvre à 2,8. C'est une ouverture assez peu classique maintenant pour un téléobjectif, même si dans le temps, comme on dit, on en faisait beaucoup. Mais il est simple, il vaut 140 €. Il se monte sur plein d'appareils puisqu'il suffit d'intercaler une bague d'adaptation. Et finalement, c'est surprenant, mais on va dire, il est pas si mauvais que ça. Il est même plutôt bon. Dès qu'on diaphragme un petit peu, on arrive à tirer des images sympas. Donc, Et puis quand tu vois la compacité et C'est le ça. prix de l'objet, Ouais, bon, 140 ça, €, il ça- manque pas un zéro. mérite D'habitude, de- les optiques dont on parle, c'est minimum 1500 ouais, balles. ouais, Quoi. c'est ça. Non, C'est ça. et la construction a l'air plutôt, Oui, oui. plutôt décente. Hein. Bah oui, parce que comme c'est des formules simples, c'est des rampes hélicoïdales, c'est de la mécanique, c'est vieux comme la photo, donc ça, on sait le faire et les fabricants sont très à l'aise là-dedans. Donc non, alors on a testé ces quelques optiques un petit peu représentatives du catalogue. On a testé un 90 mm pour GFX, hein, pour faire du portrait. On a testé un fisheye, on a essayé de regarder un petit peu ce que ça valait pour avoir une idée à un instant T de ce que vaut cette marque dont on entend parler et qu'il est de bon ton, qui navigue aussi pas mal sur Insta, sur les réseaux, où voilà, ça fait partie un petit peu d'une signature, d'avoir une signature. Ça aussi, on pourra en reparler, je pense, des signatures d'objectifs. Bon, bah, tout ça est à retrouver évidemment dans le dernier numéro de Chasseurs d'images que vous pouvez vous procurer en kiosque.